Salut, c'est Yoni pour cet épisode numéro 73 de LCCCV, la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Alors, je remercie Cédric de me donner la parole aujourd'hui dans cet épisode. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Yoni, je vis à Hong Kong depuis maintenant 8 ans. Donc, en fait, ça fera 8 ans tout rond d'ici 2-3 mois, d'ici le mois de juin. Avant ça, donc j'ai vécu à Pékin pendant quelques années, donc je parle le mandarin et je me suis mis également au cantonais. Et je participe donc depuis quelques mois, je participe à certains contenus de chinois avec Cédric, donc je travaille avec Cédric. Notamment, on a lancé donc depuis le début de l'année donc la nouvelle version de la méthode Cramp, donc la version 2015, une grosse mise à jour pour vraiment cette méthode unique et vraiment super efficace pour commencer à apprendre le chinois. Et d'ailleurs, tiens, entre parenthèses, et avant de rentrer dans le vif du sujet, on a mis donc en place avec Cédric, on a commencé à mettre des extraits vidéo donc de la méthode. Donc c'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Donc c'est quelque chose que je lui ai proposé pour un petit peu que vous puissiez jeter un coup d'œil à cette méthode et que vous puissiez vraiment voir et vous rendre compte si cette méthode est faite pour vous. Donc simplement, si vous voulez voir ces extraits, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on en a publié 3. Alors peut-être qu'au moment où vous écouterez ce podcast, il y en aura un peu plus de diffusés. Mais pour voir ces extraits, simplement, vous pouvez regarder sur la page Facebook, sur également les mails. On envoie donc des informations à ce sujet régulièrement. Cédric a commencé également à les poster sur YouTube et probablement sur plein d'autres supports dont j'ai pas les noms en tête. Donc c'est très facile à trouver et ça vous permettra donc déjà d'apprendre beaucoup de choses et puis surtout de vous rendre compte si la méthode Cramp est faite pour vous ou non. Voilà, donc fin de la parenthèse. Aujourd'hui donc on me pose cette question, donc Cédric m'a envoyé cette question, je vais essayer d'y répondre, tout du moins vous donner des pistes de réflexion sur le sujet. Donc la question est la suivante: que pensent les Hongkongais de la Chine? Alors, d'abord, je trouve que répondre à cette question telle quelle, c'est un petit peu compliqué. C'est comme si je vous demandais en français que pensent les Français de l'Allemagne ou que pensent les Français de l'Espagne. Je pense que la question serait peut-être plus intéressante et facile à développer si on se demandait plutôt que pensent les Hongkongais des Chinois. Et là, tout de suite, il y a beaucoup plus de choses à dire et ça va être beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors, ici, je parle du point de vue hongkongais. Donc, je parle du point de vue du Hongkongais qui vit à Hong Kong et donc qui voit arriver des Chinois. Alors, pour information, je me suis renseigné un petit peu sur les stats pour répondre à cette question. Par exemple, l'année dernière, donc sur l'année 2014, Hong Kong a accueilli 47 millions de Chinois, donc de Chinois continentaux, 47 millions sur 60 millions, environ 60 millions de touristes sur l'année. Donc ça fait quand même une proportion assez énorme. Donc effectivement, lorsque une communauté, alors ici je vais parler de communauté puisque comme vous le savez, Hong Kong c'est un système vraiment spécifique par rapport à la Chine. Normalement, tout le monde est chinois, mais dans la réalité, c'est quand même très différent. Hong Kong a quand même une façon de faire un petit peu différente, on va dire une culture entre parenthèses, entre guillemets, assez différente. Donc on fait vraiment la distinction comme si Hong Kong et la Chine étaient vraiment deux pays, je dirais, enfin deux endroits vraiment différents. Donc on a accueilli beaucoup de monde ici à Hong Kong. Je dis on puisque je suis résident hongkongais maintenant, donc je m'englobe un petit peu dans le truc, et vous allez voir que justement mon point de vue d'étranger ici, en ayant vécu aux deux endroits et en partageant un petit peu la vie des uns et des autres, justement mon point de vue pourra sûrement vous aider à mieux comprendre la situation. Donc on a accueilli pas mal de monde, enfin beaucoup de Chinois. Et alors d'abord, ce qu'il faut comprendre avant de rentrer dans les détails, c'est que finalement, on se rend compte que la plupart des interactions entre Hongkongais et Chinois se font finalement sans encombre. C'est-à-dire que les interactions, ça peut être au niveau commercial, au niveau parfois de regroupements familiaux. Par exemple,
la tante Intel de Chine vient à Hong Kong voir les cousins machin, et ça donne lieu donc à des regroupements familiaux comme ça. Et donc ce type d'interaction au niveau commercial, au niveau touristique, au niveau sportif, enfin plein de choses. Bon, sportif c'est un peu particulier puisqu'il y a la langue commune du sport. Mais vous voyez le type d'interaction dont je veux parler. Et finalement, donc on se rend compte, comme je vous disais, qu'il n'y a pas vraiment de soucis, il n'y a pas vraiment de problème. C'est-à-dire que tout le monde coexiste, tout le monde cohabite, et que la plupart du temps, eh bien, il n'y a pas de tension particulière. Voilà. Maintenant, en ayant discuté avec des Hongkongais, donc depuis maintenant 8 ans, et des Chinois, on se rend compte que les Hongkongais en général font deux types de reproches aux Chinois. Alors, encore une fois, quand je dis Chinois, je parle de Chinois continentaux, comparé aux Hongkongais. Donc je disais deux types de reproches. Le premier type de reproche, c'est quelque chose qui va être lié à, entre guillemets, ce que j'appelle la contrebande. C'est-à-dire qu'on va voir arriver beaucoup de Chinois, alors principalement de Shenzhen, donc les villes limitrophes à Hong Kong. On va avoir donc arriver beaucoup de Chinois qui vont donc acheter des produits qui soit n'existent pas en Chine ou soit coûtent très très cher en Chine et qui coûtent donc beaucoup moins cher à Hong Kong, parce qu'à Hong Kong on a finalement très peu de taxes, et donc acheter ce genre de produits en très très grande quantité, parfois en quantité industrielle, et donc les ramener en Chine pour monter des espèces de commerce et de business parallèles. Donc ça, c'est un des principaux reproches qui est fait justement aux Chinois, c'est de les voir arriver par milliers, dizaines de milliers tous les jours, et venir avec d'énormes valises et de piller un petit peu les magasins autant qu'ils peuvent. Et ça donne lieu, alors moi j'habite, pour vous décrire un petit peu la situation, j'habite dans un centre commercial ici à Hong Kong, enfin à proximité d'un centre commercial. Et c'est vrai que c'est à certains endroits, on voit beaucoup de Chinois défiler avec d'énormes valises, vraiment des valises gigantesques. Et généralement, alors ils se mettent donc généralement en plein milieu des allées du magasin, ils ouvrent leurs valises, ils stockent un maximum de choses dedans, et ils essayent vraiment d'en mettre le maximum pour ensuite pouvoir les ramener en Chine. Donc c'est vrai que cette attitude, souvent, elle a tendance à agacer un petit peu les locaux, donc ceux qui vivent à Hong Kong, principalement les Hongkongais. Et ça peut créer de fortes tensions. Alors, il s'est produit deux incidents récemment. Je ne sais pas si on en a parlé beaucoup en France, mais en tout cas, ça fait beaucoup de buzz ici à Hong Kong et en Chine. Donc deux vidéos qui ont été postées sur la même thématique, donc sur cette thématique de la contrebande entre guillemets. Alors parfois, quand je dis contrebande, il ne faut pas penser, des réseaux super organisés, des réseaux énormes avec beaucoup de moyens humains, etc. Ça peut être aussi de la petite, si on peut dire, la petite contrebandette, vous voyez, la petite contrebande toute mignonne de gens qui vont parfois à Hong Kong puis qui en profitent pour acheter 2-3 trucs qui peuvent refourguer aux voisins ou à des amis qui, eux, peuvent pas venir à Hong Kong. Parce que je rappelle aussi que pour venir à Hong Kong, les Chinois ont besoin d'un permis spécial. Ils ne peuvent pas rentrer comme ils veulent, alors que les Hongkongais peuvent rentrer en Chine sans autorisation spéciale. L'inverse n'est pas vrai. La venue donc des Chinois en Chine est strictement contrôlée et nécessite donc un permis spécial qui en général d'ailleurs n'excède pas 7 jours. Donc c'est quand même, les règles sont quand même très strictes à ce sujet-là. Et donc oui, donc je disais deux vidéos qui ont été postées récemment. Donc l'une où l'on voyait donc un vieillard chinois, enfin un homme âgé, difficile de lui donner un âge, mais je dirais entre 60 et 70 ans, un homme âgé donc qui rentrait en Chine avec une grosse valise et qui s'est fait prendre à partie donc par un groupe de militants qui reprochaient donc le côté contrebande du truc, et qui donc ont mis cet homme âgé au sol d'une façon un petit peu violente. Donc ça, c'était la première vidéo. Et la seconde vidéo, donc c'était une foule également qui haranguait donc une mère de famille et sa petite fille de 4-5 ans,
Et donc, la fillette a pris peur en voyant tout ce monde en train de crier sur sa maman. Donc elle a pris peur, elle a commencé à pleurer, ce qui n'a pas empêché les autres de continuer. Donc voilà, donc ces deux vidéos un peu extrêmes ont fait le buzz. Alors petite parenthèse d'abord, au sujet de ces vidéos, il faut bien comprendre que ces vidéos ont été coupées à des endroits un petit peu stratégiques. C'est-à-dire qu'on a montré un petit peu le conflit lorsqu'il était vraiment à son maximum dans cet événement. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la chaîne des événements du début à la fin, on se rend compte que d'abord il y avait des invectives, donc des provocations du côté chinois et du côté hongkongais, et ça a malheureusement dégénéré dans la violence, donc pour le cas de ce vieillard, qui donc a été projeté au sol, ce qui est d'ailleurs malheureux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les médias n'ont montré que le côté un petit peu sensationnel. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez très bien comment fonctionnent les médias, c'est-à-dire qu'on recherche tout le temps le côté sensationnel. Si on a tourné pendant 3 heures de séquence sur un truc et on a 2h50 qui ne sont pas intéressantes, ou même 2h58, 59 qui ne sont pas intéressantes, on va garder la seule minute où il s'est passé quelque chose de grave et où vraiment la tension était à son comble, pour finalement ne retenir que quelque chose qui est complètement sorti de son contexte et qui tient pas compte de la chaîne des événements du début à la fin. Donc là, voilà, faut pas être naïf, vous savez très bien comment fonctionnent les médias. C'est du sensationnel avant tout, on vend du papier, on vend de l'image avant tout, et on essaye de faire réagir. Et puis finalement, on n'est pas très objectif. Voilà, donc fin de la parenthèse. Je ne vais pas donc m'étaler là-dessus. Et donc, on a eu ces deux vidéos qui ont provoqué donc beaucoup d'indignation chez les internautes chinois, donc chinois continentaux, et qui, pour certains, alors vous savez comment réagissent les foules dans ces cas-là, c'est un petit peu toujours les mêmes mécanismes, c'est-à-dire appel au boycott, blocage des exportations vers Hong Kong pour les asphyxier et leur montrer qu'ils ont vraiment besoin de la Chine. Donc en gros, dit un peu vulgairement, faut pas trop qu'ils la ramènent, parce que finalement si on coupe le robinet, il vous reste plus rien à Hong Kong. C'est un peu ça l'idée. Et donc ces vidéos ont fait vraiment beaucoup de buzz. Alors à mon niveau, j'ai également été témoin de cette évolution des choses, mais sur du plus long terme. Alors je vais vous donner un exemple. Donc comme je vous disais, je vis dans un centre commercial. C'est un peu bizarre de dire ça, parce qu'on a l'impression que j'habite vraiment dans un rayon d'un supermarché. Mais je vis vraiment, c'est-à-dire que notre immeuble, au rez-de-chaussée de notre immeuble, c'est vraiment un centre commercial qui ensuite est rattaché à un plus grand complexe, etc. etc. Donc voilà, je vis dans un centre commercial. Et autour, donc, dans ce centre commercial, il y a beaucoup de pharmacies ou parapharmacies. C'est un petit peu bizarre comme statut. Moi, j'appellerais ça plutôt une parapharmacie. Ça fait pharmacie et parapharmacie, voilà. Donc, on trouve vraiment de tout et de rien. Parfois un peu n'importe quoi, bon bref. Et pendant une époque, en fait, les Chinois venaient beaucoup, d'ailleurs ils continuent à le faire, pour les poudres de lait pour enfants. Alors les poudres de lait pour enfants, c'est des produits qui coûtent cher en Chine. Et surtout, c'est des produits qui n'ont pas une très bonne réputation, notamment à cause des scandales alimentaires récents autour du lait et des poudres de lait en Chine. Donc lorsqu'on parle d'enfants, nécessairement les parents sont très exigeants et préfèrent acheter des produits de qualité qu'on trouve à Hong Kong, puisque les contrôles sont quand même beaucoup plus stricts, et peut-être plus faciles aussi parce que c'est plus petit. Mais dans tous les cas, la qualité des produits, la réputation des produits est quand même plus forte à Hong Kong qu'en Chine continentale. Donc les Chinois venaient en masse pour acheter donc ces pots de poudre de lait pour enfants et pour bébés. Et donc il y a eu une évolution en fait dans l'escalade de l'exagération, on va dire. C'est-à-dire qu'au début, donc les Chinois, comme je vous expliquais, venaient avec leurs valises, bourraient leurs valises et rentraient ensuite en Chine avec. Donc devant cette escalade de toujours plus de gens, toujours plus de valises et toujours plus de produits à ramener en Chine, le gouvernement hongkongais a fixé un quota donc de pots de poudre de lait par personne de 2.
C'est-à-dire que chaque personne ne pouvait pas acheter plus de 2 pots de poudre de lait. Voilà. Donc bien évidemment, il y avait beaucoup de parades à cette restriction, par exemple le fait de venir à plusieurs ou le fait d'acheter dans des pharmacies différentes, à chaque fois 2. Voilà, si une personne fait 5 pharmacies différentes, à la fin de la journée, ça lui fait 10 pots de poudre de lait, voilà, tout simplement. Donc c'était pas très difficile de contourner le truc. Ensuite, il y a eu un deuxième problème auquel les autorités hongkongaises ont dû faire face, c'est que les gens donc rentraient avec des marchandises de plus en plus volumineuses vers la Chine. Et on a eu le cas d'un groupe de Chinois qui ont bouché réellement une porte de train, donc le train qui rallie donc le Hong Kong à la ville de Shenzhen, à la douane donc. Et donc ils sont arrivés, donc il y avait des valises, il y avait des caisses, il y avait des cartons, enfin c'était, on a vraiment l'impression d'être dans un train, vous savez, un train de marchandises. Alors que c'est un train qui est quand même réservé aux usagers uniquement. Et donc on a vu les images, c'était vraiment impressionnant parce qu'il y avait vraiment, c'est dingue qu'ils aient pu transporter autant de choses. Et donc devant cette escalade de transport de marchandises, le gouvernement hongkongais a décidé qu'il fixait donc un poids limite par personne pour emprunter donc ce train. Alors j'ai pas le chiffre en tête, il me semble que c'est entre 30 et 35 kilos, un truc comme ça. Enfin bref, de toute façon il y a une limite et quand les trucs sont vraiment trop volumineux, les gens sont arrêtés, les bagages sont pesés et si ça dépasse, il y a une amende ou un truc du genre, voilà. Et donc devant ça, effectivement, donc voilà, vous voyez un petit peu la chaîne des événements, c'est-à-dire qu'on est parti de finalement quelque chose qu'on faisait à l'occasion lorsqu'on venait à Hong Kong, à finalement carrément un business parallèle, c'est-à-dire qu'on venait à 20 personnes avec plein de valises, des caisses, des diables pour transporter les cartons et tout ça. Et ensuite, on essayait donc de ramener un maximum de marchandises tous les jours, pour finalement approvisionner un réseau parallèle comme ça en Chine continentale. Donc effectivement, ce premier point-là, ce premier reproche qui est fait aux Chinois, c'est pas tant de faire ça, puisque lorsqu'on va dans un pays où les taxes sont moins chères et où certains produits sont moins chers, tout le monde se fait plaisir, clairement. Vous, moi, si par exemple on vous dit, voilà, moi je vais acheter un nouveau iPad et que par exemple à Hong Kong ça coûte 20% moins cher parce qu'il n'y a pas de taxes quasiment, en général on se fait plaisir. Sauf qu'à partir du moment où vous venez à Hong Kong toutes les semaines et que vous ramenez 20 iPads à chaque voyage, vous comprendrez bien que la problématique est vraiment différente. Donc c'est vraiment le reproche numéro 1 qui est fait aux Chinois qui agissent de cette façon, parce qu'encore une fois, les Chinois qui agissent de cette façon, ils sont minoritaires bien évidemment. Je ne parle pas des 47 millions de Chinois qui sont venus en Chine, parce que là ça serait complètement ingérable bien évidemment. Mais il faut bien comprendre que ça reste minoritaire et des cas isolés, mais que ça existe quand même et que le gouvernement parfois est un petit peu dépassé devant ce type de pratique. Voilà. Ensuite, le deuxième reproche qui est fait aux Chinois en général à Hong Kong, c'est un problème qui va toucher au comportement. C'est-à-dire que, alors, les Chinois, les touristes chinois en général, donc ceux qui se déplacent à l'étranger, en général, ils n'ont pas une très très bonne réputation, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire que souvent, le reproche qui leur est fait, c'est de se comporter un petit peu de façon, on va dire, rustre, parfois impolie. Alors, j'ai plusieurs images dans la tête. Par exemple, il me semble que c'est l'année dernière ou en 2013, il y a eu le cas de ce gamin donc de 13-14 ans, donc un ado de 13-14 ans qui avait voyagé en Égypte. C'est, alors, juste entre parenthèses, c'est le type de gamin en Chine qui n'a pas très bonne réputation parce que c'est souvent le fils de quelqu'un de soit très connu ou soit très haut placé. Donc c'est des enfants en général qui se sentent un petit peu au-dessus des lois. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans un autre podcast avec Cédric, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi à ce sujet-là. Les enfants, on les appelle les fuardai. Les gens donc, qui se sentent un petit peu intouchables et au-dessus des lois en Chine. Donc bref, on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec Cédric. Et donc cet enfant, donc cet ado, on va dire plutôt, a voyagé donc en Égypte et il n'a rien trouvé de mieux à faire que de graver son nom
sur il me semble que c'était une pyramide égyptienne. Alors c'était une pyramide ou autre chose, hein, j'ai plus le texte en tête, mais il me semble que c'était une pyramide. Et forcément, et ça fait un tollé autant à l'étranger qu'en Chine, parce que les internautes chinois se sont vraiment désolidarisés complètement de ce comportement, bien évidemment. Et que finalement, le mec n'a pas été plus inquiété que ça, puisque, mis à part ce tollé qui finalement, pas grand-chose, puisque ça reste des paroles, le père a dit qu'il était désolé, etc., présenté des excuses, mais bon, on s'est pas allé vraiment beaucoup plus loin, voilà. Donc, il y a cette attitude-là, alors extrême, hein, bien évidemment. La plupart des Chinois à l'étranger, encore une fois, comme je disais donc en début de podcast, les interactions sont parfaitement normales, entre guillemets, je veux dire, il n'y a pas de tension particulière. Mais parfois, il y a des comportements excessifs, et donc c'est le deuxième reproche qui est fait, le second reproche qui est fait en général aux Chinois qui viennent à Hong Kong. Donc ça touche réellement au comportement. Alors récemment, encore une fois de mon point de vue, j'ai assisté à des scènes, c'est vrai, parfois que je trouve vraiment bizarres et parfois choquantes et parfois c'est vrai agaçantes. Par exemple, c'est la façon dont les familles chinoises en général, donc ceux qui sont accompagnés d'enfants, gèrent la partie aller aux toilettes entre guillemets. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant, un gamin a envie de faire pipi, clairement, il fait pipi là où il peut. C'est-à-dire que parfois j'ai vu des mères de famille porter leur enfant pour faire pipi direct dans une poubelle. Ou récemment j'ai vu aussi donc à Hong Kong, toujours à Hong Kong, j'ai vu donc cette mère de famille carrément, donc avec un gamin qui avait à peu près 8-9 ans, faire pipi entre deux magasins en fait, avec les portes grandes ouvertes. Il y avait une fille d'ailleurs hongkongaise qui était à l'entrée en train de distribuer des tracts qui était absolument écœurée. Et c'est vrai que ce type de comportement agace énormément les Hongkongais. Il y a aussi ce cas, il me semble que c'était il y a 2 ans aussi. Alors il faut savoir que ce type de vidéo, ça fait beaucoup de buzz à Hong Kong. C'est des choses qui sont vraiment bien, entre guillemets, pour le côté sensationnel. Moins bien pour le côté, bien évidemment, de l'image et de la réputation, je dirais, de Hong Kong et de la Chine. On a eu ce cas également de cette mère de famille qui faisait manger donc ses enfants dans le train. Alors à Hong Kong, manger et boire dans un train, c'est interdit. Il me semble que c'est la même chose en France d'ailleurs. Quand je parle de train, on n'est plus sur du métro, hein. On est sur du train métro, c'est pas vraiment du train type SNCF ou TGV. Et donc ils mangeaient un bol de nouilles et clairement qu'on en mettait partout. Voilà, on a vu les images, effectivement elle en mettait vraiment partout, c'était un petit peu dégueulasse. Et effectivement, ça posait. Donc des Hongkongais sont intervenus et donc le ton est monté et donc la vidéo, pareil, a tourné et a fait beaucoup de buzz. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au sujet du comportement à l'étranger, d'abord, on n'est pas parfait. C'est-à-dire que ce soit les Chinois, que ce soit les Français, ou que ce soit n'importe quel pays, lorsqu'on se déplace dans un autre pays, c'est difficile, souvent par ignorance, c'est difficile de s'adapter complètement aux us et coutumes du pays en question, bien évidemment. Maintenant, lorsqu'il y a des comportements un petit peu excessifs, on a tendance à non seulement les mettre en évidence, donc encore une fois, merci les médias, qui vraiment raffolent de ce genre d'images et de scènes parce qu'ils savent très bien que ça fait vendre du papier et de l'image. Et donc on a donc donc souvent par ignorance, je disais, et bien souvent c'est des choses qui sont pas très graves. Alors je prends souvent un exemple, c'est le fait par exemple que les Chinois ne disent pas merci. Ils disent pas, le fait qu'ils disent pas merci, c'est pas lié à de l'impolitesse, parce que tout simplement le merci en chinois est beaucoup moins utilisé qu'en français par exemple. En français, quand on est enfant, on nous dit voilà, à chaque fois qu'une action est faite, on doit dire merci s'il te plaît, bonjour, au revoir. Enfin voilà, il y a des règles au niveau de la langue. En chinois, le merci n'est absolument pas nécessaire. Aussi souvent, dans tous les cas, qu'en français. Donc, parfois, ce manque de merci ou de s'il te plaît, c'est perçu comme de l'impolitesse.
dans d'autres pays, alors que finalement c'est juste un problème de normes. C'est-à-dire que dans ma culture, je dis pas autant merci. Donc si je te dis pas merci, ça veut pas dire que je te remercie pas, ça veut dire que simplement c'est pas naturel pour moi de te répondre merci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc voilà, on a deux types de reproches qui sont faits au niveau des Chinois qui viennent, donc qui arrivent à Hong Kong. Donc le reproche est fait au niveau de ce type de commerce un petit peu parallèle et donc de comportement un petit peu excessif. Et le deuxième, ça va être aussi un comportement excessif, mais cette fois dans la façon d'être finalement dans l'environnement et finalement faire ce qu'on ferait dans notre propre pays, enfin dans notre propre endroit. Parce qu'encore une fois, Hong Kong c'est pas réellement un pays, etc., etc. Donc ceci étant dit, et je parlais justement avec un ami français qui lui vit à Pékin depuis une dizaine d'années maintenant, il m'expliquait que les gens de Pékin parfois ne supportaient pas les comportements de certains provinciaux. Et lorsqu'on a abordé le sujet avec lui, je me suis rendu compte que finalement, quel que soit l'endroit où vous allez, c'est-à-dire à Hong Kong ou à Pékin par exemple, quel que soit l'endroit où vous allez, il y a toujours... On revient finalement au même problème fondamental qui est le problème des communautés. C'est-à-dire qu'une communauté, elle peut vraiment revêtir beaucoup d'aspects différents. Donc là, elle est plutôt liée au territoire. Et les gens de la capitale ont du mal avec les provinciaux. Les gens de Hong Kong ont du mal avec les gens qui viennent de Chine. En France, on a également ce problème avec les communautés. Chaque fois qu'un incident plus ou moins grave se produit, il y a ces problèmes de communauté donc, qui reviennent à la surface. On en parle beaucoup. Et alors que la plupart du temps, finalement, tout le monde coexiste et ça pose pas réellement de problème. Mais lorsque des incidents comme ça isolés sont mis en évidence, eh bien, ces problèmes de communauté reviennent. Et ici, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous êtes, finalement, il y a toujours... Lorsqu'une communauté, on va dire extérieure, entre guillemets, à la vôtre arrive ou se comporte d'une façon un petit peu différente que la façon dont vous avez l'habitude de vous comporter, eh bien ça a tendance à agacer. Et je pense qu'on est vraiment devenu, enfin on vit aujourd'hui dans un monde qui est de moins en moins tolérant à ce niveau-là, de moins en moins tolérant au niveau communautaire, parce qu'on a vraiment de plus en plus de mal à accepter l'autre tel qu'il est. Alors parfois, bien évidemment, c'est difficile d'accepter des comportements excessifs, bien évidemment, mais lorsque j'en discute avec d'autres personnes, je me rends compte que finalement, quel que soit l'endroit où vous êtes, il y a toujours ce problème de communauté qui ressort. Donc ça, c'est quelque chose de... c'est triste, mais c'est quelque chose qui malheureusement est de plus en plus évident et je pense que ça va être quand même difficile aujourd'hui de revenir en arrière et de vraiment accepter l'autre. Alors je veux pas non plus vous décrire une utopie ou quoi que ce soit, c'est pas le but, mais c'est vrai que les frontières, les barrières, les communautés, etc., ça justement ça amplifie ce genre de problème. Voilà. Pour finir, je voulais également vous donner plusieurs choses. Alors, première chose, je voudrais vous donner donc deux petits mots de vocabulaire en chinois sur cette thématique-là. Donc, il y a deux mots qui sont importants à connaître. Le premier, c'est Dalu. Donc, Dalu en chinois, ça veut dire la Chine continentale. Vous savez que le mot pour dire Chine en général, c'est Zhongguo. Mais lorsque vous voulez dire la Chine continentale de façon spécifique, il y a un autre mot qui est Dalu. Donc ça, c'est un mot que vous devez connaître. Et il y a un autre mot également que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le verbe xiaokan. Xiaokan, c'est littéralement, ça veut dire petit, regarder. Et ça correspond à prendre de haut. C'est-à-dire que, par exemple, les Hongkongais xiaokan les Chinois. C'est-à-dire qu'il les regarde petitement, littéralement. Voilà, si on peut dire comme ça. Mais en français, on dirait ils les prennent de haut. C'est-à-dire que les Hongkongais prennent les Chinois un petit peu de haut. Enfin, les Chinois ont l'impression que les Hongkongais les prennent de haut. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas généraliser.
Donc 2 mots de vocabulaire. Alors pour les membres inscrits à la méthode Cramp, je tiens à signaler que je ferai donc un cours spécifique sur le sujet. Donc je vais reprendre un petit peu les idées que j'ai développées là, et je ferai donc un cours spécifique sur le vocabulaire en question. Donc vous allez retrouver ces 2 mots plus beaucoup plus de vocabulaire pour pouvoir justement parler de ça et argumenter, etc. Donc uniquement pour les membres inscrits au groupe privé de la méthode Cramp. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce groupe privé, je vous conseille vraiment de vous lancer, parce que si vous êtes vraiment intéressé par la langue chinoise et que vous voulez vous lancer, aujourd'hui, je pense que la méthode Cramp, alors voilà, c'est aussi parce que j'ai participé à l'élaboration de certains contenus, mais c'est vrai que si aujourd'hui, moi, je devais reprendre le chinois depuis zéro, très clairement, je commencerais par une méthode de ce type-là, parce que d'abord, la communauté aujourd'hui qui est autour de cette méthode est absolument énorme et géniale, super active, super réactive. On échange énormément avec les abonnés. Et puis la méthode en elle-même, c'est finalement tout ce qui est bon à prendre dans toutes les stratégies d'apprentissage des langues différentes. Donc on est vraiment sur un condensé de bonnes choses à apprendre. Voilà, donc moi ça me touche beaucoup, parce que je suis vraiment content que Cédric m'ait proposé de travailler avec lui sur cette méthode. Et vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans la langue chinoise, c'est vraiment la méthode qu'il vous faut. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on publie des extraits récemment, c'est pour vraiment vous donner un aperçu de ça et bien vérifier que c'est fait pour vous. Donc encore une fois, hein, pour ces extraits et pour devenir abonné, vous regardez donc sur Facebook, par mail, sur YouTube, vous contactez moi ou Cédric via une rubrique contact quelconque, Facebook ou autre, et voilà. Donc voilà pour ce podcast. J'espère que j'ai pas été trop long. Je sais pas combien de minutes j'ai fait, 30 minutes, ouais. Ça fait quand même beaucoup. Il y a encore pas mal de choses à dire, hein. On pourrait vraiment parler de beaucoup de choses sur le sujet. J'ai essayé de vous donner un maximum d'exemples et également une opinion un petit peu tranchée sur le sujet. Donc voilà, demain vous retrouvez donc Cédric comme d'habitude, qui devrait vous parler donc, si ma mémoire est bonne, de la nationalité des enfants nés de parents de nationalités différentes, et qui devrait vous parler également donc il vous donnera son avis sur une méthode donc complémentaire à la méthode Cramp. Donc voilà, il vous expliquera tout ça en détail. Donc moi je vous dis peut-être à bientôt dans un prochain podcast. Je vous dis sûrement à bientôt dans la méthode Cramp, puisque vous me retrouverez donc chaque semaine. Et je vous dis donc à bientôt, et je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre chinois. Salut!